Bonjour, merci d'être venus nombreux aujourd'hui pour accueillir avec nous Monsieur Laurent, qui est un éminent historien, qui nous parlera de la Palestine, l'avenir de la Palestine. Je remercie mon ami Wassila Saidi de l'avoir invité. Et je suis très contente de cette coopération avec l'IRMC. Je donne la parole à Wassila. Ensuite, on écoutera par la suite M. Laurent. Oui. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de limite. Merci Raja, bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement ravie d'être à la Bibliothèque nationale, une fois de plus, j'ai envie de dire. La Bibliothèque nationale et sa directrice avaient déjà fait l'amitié de nous recevoir l'été dernier pour le colloque consacré à la Libye. Aujourd'hui, Raja Ben-Salama a accepté de recevoir la conférence d'Henri Laurence et je la remercie sincèrement, tout comme je remercie toute l'équipe de l'ABN qui est toujours aussi aimable avec l'IRMC. Alors, j'ai le plaisir, la joie, l'honneur, les mots seraient trop limitatifs, d'accueillir aujourd'hui Henri Laurence. Alors, Henri Laurence, le présenter reste extrêmement difficile parce qu'il a tellement écrit que c'est très long. Je dirais simplement de lui qu'il est historien, il est arabisant. Il a exercé ses activités en tant qu'enseignant à l'université Paris 4 Sorbonne, à l'Institut national des langues orientales, et depuis 2003, il est le titulaire de la chaire du monde arabe, d'histoire contemporaine du monde arabe, au Collège de France, dont on ne peut que rappeler l'excellence. Alors, Henri Laurence, c'est une production qui nous fait tous pâlir, pour ne pas dire qui nous rend tous jaloux, en tout cas, je le dis officiellement pour ce qui nous concerne. C'est une production impressionnante de plus d'une vingtaine de titres, à partir desquels émergent, je dirais, trois grands domaines. D'abord l'Égypte, et il nous rappelle à quel point l'Égypte reste une grande passion française. Je citerai quelques-uns de ces titres. Les origines intellectuelles de l'expédition d'Égypte, l'orientalisme islamisant en France, qui porte donc sur la période du fin du XVIIe et XVIIIe siècle. Kléber en Égypte, Kléber et Bonaparte, publié à l'IFAO en 1988, encore l'expédition d'Égypte, et puis ce triptyque fabuleux autour des orientales et qui porte sur l'Égypte. Sa deuxième grande passion, c'est la Palestine. Et là, il laisse une œuvre, il a produit une œuvre absolument monumentale aux éditions Fayard en 5 volumes, avec le dernier tome publié en 2015, La paix impossible. Et ça va être aussi tout le sujet de la conférence d'aujourd'hui, l'avenir de la Palestine. Nous avons eu hier un très beau débat à l'université de Sousse sur la question de Palestine. Et puis, Henri n'arrête pas d'écrire et de produire. Après la question de Palestine, ce sont les crises d'Orient. Les crises d'Orient dont il m'annonce qu'il y aura 10 volumes. C'est ce qu'il vient de me dire à l'instant. Donc là, c'est un scoop international. Il y a 10 volumes. On en est au numéro 2. Le numéro 2 est sorti il y a à peine quelques jours, si les comptes sont bons. Les crises d'Orient, volume 2, la naissance du Moyen-Orient, 1914-1949. Le tome 1 porté sur les années 1780 à 1914, pour rappeler à tous à quel point la complexité de la situation du monde arabe et de l'Orient ne peut se comprendre que si on s'inscrit dans un temps long. Et pour les historiens que nous sommes, c'est absolument fondamental. Et c'est ainsi que l'analyse d'Henri prend ses racines dès le XVIIIe, parce que, sous autre forme, ces questions émergent pour pouvoir en comprendre toute la complexité d'aujourd'hui.
Alors, je n'ai pas cité tous les autres titres parce qu'il a quand même aussi publié énormément d'outils. Je vois qu'il y a dans la salle un certain nombre de jeunes étudiants. Eh bien, ce sont tous ces manuels, et pas que des manuels, qui font que nous sommes tous marqués par sa production. Je me tais parce que c'est pas moi qu'on est venu écouter aujourd'hui et je lui cède la parole sur ce très très beau sujet sur lequel nous taquinons, donc l'avenir de la Palestine. Merci encore Henri. Merci Wassila et surtout merci à cette magnifique institution de me recevoir. L'avenir de la Palestine n'est pas un titre qui serait une provocation pour d'autres raisons. D'abord, un historien ne peut pas prédire l'avenir par définition. Parce que le travail d'un historien, c'est de prédire le passé. Donc, c'est déjà un travail suffisamment compliqué. Et donc, passer à l'avenir est encore plus angoissant que de prédire le passé. Ce n'est pas une plaisanterie. Je pense que si on cherche une définition au métier d'historien, c'est la prédiction du passé au sens quand un événement vient de se produire et qu'il a surpris tout le monde, on va reprendre en arrière pour voir tous les signes annonciateurs de cet événement que l'on n'avait pas vu à ce moment-là. C'est ce que j'appelle donc la prédiction du passé. Un exemple simple chez vous. Il y a le printemps arabe, eh bien, on était tous surpris par le printemps arabe, et maintenant on va passer en arrière des événements qui ont précédé, qui annonçaient ce printemps arabe. C'est ce qu'on appelle donc la prédiction du passé. Et d'autre part, j'ai pu avoir écrit quelques milliers de pages sur la question de Palestine, mais à la limite, 5 cartes suffiraient. La Palestine qu'elle a été en 1900, avec les petites colonies juives qu'il y avait, et puis d'étape en étape, de 20 ans en 20 ans, il ne reste plus maintenant que quelques petits fragments de terre détenus par les Arabes palestiniens. Et si on continuait la projection des cartes, on dirait qu'on va vers le néant dans un certain avenir. Donc mon titre était peut-être un peu trompeur, de façon à essayer de vous attirer dans cette institution pour m'entendre. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de prendre en main les différents éléments de ce dossier de telle façon qu'ils puissent essayer de nous servir pour essayer éventuellement de devenir, d'analyser un avenir de la Palestine. Ce sera déjà très largement suffisant. Parce que par ailleurs, je pense que vous le savez, il est impossible de prédire l'avenir pour une raison très simple. Si vous prévoyez l'avenir, soit vous le créez, soit vous le détruisez. Soit vous le créez, c'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. On va dire la bourse va monter, si beaucoup de monde disent la bourse va monter, elle monte. Et donc c'est la prédiction qui crée l'événement. Mais si je dis il va y avoir une catastrophe, si tout le monde est d'accord avec moi qu'il y a une catastrophe, on va tout faire pour éviter la catastrophe. Et donc énoncer l'avenir, c'est l'empêcher. Donc c'est bien pour ça que les questions d'avenir sont toujours des questions difficiles. Donc nous allons revenir en arrière en partant de l'idée déjà que cette question de Palestine, elle naît d'une relation, d'un choc, d'une rencontre, de ce que vous voulez, de 2, 3, 4 mondes, 5 mondes. Nous verrons à fur et à mesure de l'exposé combien de mondes se retrouvent dans ce petit territoire, puisque la Palestine, dite mandataire, c'est à peu près 23 000 km². C'est un gros département pour la France, même pour la Tunisie, ce serait relativement un territoire petit. Donc pourquoi parler de ce petit territoire ici, la Bibliothèque nationale de Tunis, alors qu'on pourrait parler de territoires bien plus vastes et bien plus importants géographiquement. Mais nous allons revenir. Alors la première chose, et ça correspond à des débats tout à fait d'aujourd'hui, ce serait d'essayer de définir ce qu'est le sionisme comme premier élément du
dossier. Vous devez savoir combien aujourd'hui, en particulier en France, il y a des débats sur les notions de sionisme et d'anti-sionisme. Je commencerai par dire que le sionisme, c'est un nationalisme d'Europe centrale et orientale. Et c'est une chose importante à retenir parce qu'en général en France, je suppose en Tunisie, quand on vous explique le nationalisme, on vous donne généralement deux définitions possibles et on en oublie la troisième. Vous avez la première définition qui est dite la définition française, que la nation, c'est le produit d'une volonté collective. La formule célèbre de mon immense prédécesseur Ernest Renan, la nation est un plébiscite de tous les jours, marque bien cette idée qu'une nation, c'est une volonté collective. Et face à cette définition d'une définition française, classiquement, on oppose la définition dite allemande. La définition allemande, c'est que la nation est créée, unie par une culture, une histoire commune, une langue commune, voire même une race commune. Et vous comprenez la différence entre la définition française et la définition allemande quand vous prenez le cas de l'Alsace et de la Lorraine. Pour les Français, les Alsaciens et les Lorrains étaient français parce que tout simplement, ils voulaient être français. Tandis que pour les Allemands, les Alsaciens et les Lorrains étaient allemands parce qu'ils étaient de culture allemande, de langue allemande, d'histoire allemande, et que donc ils trahissaient leur passé et leur histoire en devenant français. Et que donc ça, ce sont les deux définitions classiques de la nation. Celles qu'on enseigne dans les écoles, en tout cas en France, ou qu'on les enseignait en France. Vous avez une troisième, qui est celle de l'Europe centrale et orientale. Celle de l'Europe centrale et orientale, la nation est la rencontre de l'histoire, de la religion et de la langue. C'est une définition à trois termes. Pour être un nationaliste, grec, serbe, bulgare, hongrois, polonais et même russe dans une certaine mesure, il faut d'abord avoir une histoire commune ou une histoire ancienne. La Serbie, quand elle renaît au XIXe siècle, c'est une renaissance parce qu'il a existé un royaume de Serbie au Moyen-Âge. La Bulgarie, quand elle renaît au XIXe siècle, en 1878, c'est une renaissance parce qu'il a existé un empire de Bulgarie au Moyen-Âge. Ainsi de suite. La Grèce renaît en 1821 parce qu'elle se revendique de la Grèce antique. La Pologne renaît en 1918 parce qu'il a existé jusqu'à une date récente un royaume de Pologne. Donc la première définition, premier élément de la définition de la nation, c'est d'avoir une antériorité historique sous la forme d'un État. Le second élément de la nation, ça c'est plus classique, c'est d'avoir une langue. Et donc les Grecs ont une langue grecque, les Bulgares ont le bulgare, le Serbe ont le serbe. Enfin, c'est un peu plus compliqué quand justement ils ont eu les Croates et les Bosniaques. Les Hongrois ont le hongrois, les Polonais ont le polonais. Et puis vous avez un troisième élément qui est la religion. La religion, elle doit correspondre aux deux premiers. C'est-à-dire les Grecs. Pour être grec, il faut être grec orthodoxe. Pour être bulgare, il faut être grec orthodoxe. Pour être serbe, il faut être orthodoxe. Pour être polonais, il faut être catholique. Pour être russe, il faut être chrétien orthodoxe. Donc, dans ce cadre-là, si l'un des éléments change, vous n'êtes pas dans la même nation. Ce qui fait qu'au XIXe siècle et au XXe siècle, les Serbes, les Bulgares et les Grecs se sont copieusement massacrés parce qu'ils avaient deux éléments sur trois. Ils étaient tous de religion orthodoxe, mais ils n'avaient pas la même revendication historique et vous n'aviez pas la même... vous n'aviez pas la même langue.
Alors, dans ce cadre-là, qui est donc cette Europe centrale et orientale du XIXe siècle, vous aviez les Juifs. Et vous aviez les plus importantes populations juives au monde. Alors, même s'ils s'assimilaient, entre guillemets, ces Juifs, ils n'avaient pas la même histoire, et surtout, ils n'avaient pas la même religion. Un Juif pouvait parler le polonais, mais il n'était pas catholique. Un Juif pouvait parler le russe, mais il n'était pas russe. Un Juif pouvait parler le bulgare, mais il n'était pas bulgare, parce qu'il n'était pas orthodoxe. Donc, vous voyez, cette définition de la nation en Europe centrale et orientale est une définition qui se renvoie aux trois éléments à la fois. Alors, dans ce cadre-là, par définition, au moment où toutes ces nations d'Europe centrale et orientale apparaissent, c'est-à-dire à partir de 1820, les Juifs sont toujours étrangers. Et comme ils sont étrangers, et qui sont d'ailleurs plus ou moins maltraités localement parce qu'ils sont considérés comme étrangers, il y en a une grande partie qui s'enfuit, qui part, surtout à partir de 1880, vers les Amériques. Une autre partie bascule dans le mouvement révolutionnaire. Et une troisième partie, beaucoup plus ou moins importante, va faire du nationalisme d'Europe centrale et orientale. Il vous faut un État dans le passé comme les autres. Cet État, ce sont les royaumes bibliques tels qu'ils sont décrits dans la Bible. Bon, la religion, ils l'ont, le judaïsme. Quant à la langue, il faut la réinventer parce qu'ils ne l'ont plus. Et ils vont inventer l'hébreu moderne. Donc le sionisme est une expérience extraordinaire de passage aux limites du nationalisme de l'Europe centrale et orientale, c'est-à-dire à partir de rien, parce qu'ils ne sont pas en Palestine, recréer un État sur un territoire où ils ne sont pas, avec une langue qu'ils n'ont pas. C'est un exemple extraordinaire donc de volontarisme, et c'est pour ça qu'on a parlé d'une auto-émancipation. C'est-à-dire, donc, puisqu'ils ne pouvaient pas s'émanciper à l'intérieur d'un territoire, dans un autre peuple, ils s'émancipaient par eux-mêmes. Et donc, ils créaient la notion nouvelle de peuple juif. Notion nouvelle parce qu'il faut bien comprendre que, certes, la Bible parle des Juifs, elle ne parle que de ça d'ailleurs, en arabe, les Béné Israël, si vous voulez, mais c'est une notion religieuse. Et tant que vous lisez la Bible comme un texte religieux, vous n'allez pas faire une interprétation nationale d'un texte religieux. C'est quand, à partir du XIXe siècle, que les historiens, les philologues, les linguistes, les archéologues vont analyser la Bible non plus comme un texte religieux, mais comme un texte historique. Ils vont déterminer que l'acteur de la Bible est un acteur politique qu'ils vont appeler le peuple juif. C'est pour ça, encore une fois, que mon immense prédécesseur, Ernest Renan, a écrit une série de livres qui s'appelle « Histoire du peuple juif », qui est donc le fait que d'une notion qui était une notion religieuse, on a tiré une notion politique, celle de peuple juif. Et là, évidemment, si vous créez la notion de peuple juif et de la auto-émancipation du peuple juif, vous créez immédiatement toute une nouvelle série de problèmes que nous avons encore aujourd'hui. Il suffit d'ouvrir le New York Times de ce matin, vous le trouvez sur Internet, parce que ça en dépend en plein. Vous créez la notion de double allégeance. Parce que si vous considérez que le peuple juif est une réalité politique, les gens sont à ce moment-là pris dans l'allégeance dans le pays dans lequel ils vivent, et par rapport à l'état du peuple juif qui est Israël. Et donc, dès le début du sionisme, dès les années 1880-1900, la première grande critique qui était faite
au sionisme par ses adversaires, y compris ses adversaires lui, c'est que le sionisme risquait de provoquer l'accusation de double allégeance. Alors pour cela, il fallait évidemment créer la terre, l'État, à partir de rien, et cela n'a été rendu possible qu'à partir d'une certaine date. Et cette date, pour moi, c'est 1880. Alors, 1880, pourquoi 1880 c'est parce qu'autour de 1880, vous avez toute une série de conjonctures historiques qui se cumulent à peu près dans les mêmes mois. La première, c'est l'assassinat du tsar Alexandre II, qui va provoquer une vague de massacres de juifs dans l'Empire russe, ce qu'on appelle les pogroms de 1881, et ensuite, à la fin de la vague de pogroms, vous avez la mise en place d'une législation très restrictive des droits des juifs à l'intérieur de l'Empire russe. La seconde chose, c'est qu'aux alentours de 1880, on entre dans le monde de Jules Verne. C'est-à-dire qu'aux alentours de 1880, les chemins de fer de l'Europe centrale et orientale sont mis en connexion avec les chemins de fer d'Europe occidentale. Pas avant. Alors, vous me dites de quoi ça veut dire? Prenez, j'espère que vous l'avez lu ou entendu parler, le roman de Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours. Il date de cette époque. Le héros, Phileas Fogg, en allant dans une agence spécialisée à Londres, a tous les indicateurs de chemin de fer et de lignes maritimes. Et donc, à partir des indicateurs, il peut faire un itinéraire faisant le tour du monde en 80 jours, en disant, à tel endroit, j'aurai tel bateau à telle heure qui va me conduire à tel port à telle heure, que là, je pourrais prendre le train à telle heure, et ainsi de suite. C'est en réalité le début de la mondialisation, ou plus exactement ce que les historiens appellent la première mondialisation. Et ce n'était pas possible avant. Clairement, si vous êtes au fin fond de l'Ukraine, disons à Plonsk, en Ukraine, vous pouvez prendre le train, et avec ce train, vous pouvez arriver à Hambourg, en Allemagne, disons 2 jours de train à peu près, et là vous montez sur un bateau de la Hamburg America Line, et 7-8 jours après, vous êtes à Ellis Island, à l'entrée de New York. C'est ce que font la majorité des gens qui partent. Mais vous pouvez aussi prendre le train à Plonsk pour aller à Odessa. Et à Odessa, vous prenez une ligne de bateau à vapeur qui vous conduit à Constantinople, et de Constantinople à Smyrne, et ensuite à Jaffa, et enfin éventuellement à Alexandrie. Vous pouvez prendre une autre ligne de train qui vous conduit à Trieste, et là vous avez des lignes autrichiennes qui font Trieste, Alexandrie, Jaffa, Haïfa, Beyrouth, et ainsi de suite. Le sionisme n'a été possible que parce que on entrait dans un monde connecté, qui est le nôtre. Et ces connexions, elles n'apparaissent qu'aux alentours de 1880. Alors évidemment, pour entrer en Palestine, il fallait pouvoir le droit d'y entrer. Et ce n'était possible que parce que les provinces de l'Empire ottoman étaient sous contrôle étranger indirect par le système des capitulations, des protections consulaires, comme c'était d'ailleurs dans la Tunisie avant 1881. C'est-à-dire donc que ces Juifs qui arrivent de l'Europe centrale et orientale, ils ne peuvent entrer en Palestine que parce qu'ils ont des protections françaises, anglaises, prussiennes, allemandes, italiennes, russes, et ainsi de suite. Ils ne deviennent pas ottomans, parce que s'ils deviennent ottomans, ils perdent des protections. Donc massivement, les Juifs de Palestine avant 1914 sont des sujets étrangers. Alors s'installer là, bon,
c'était aussi facile parce que d'une part, on était à l'époque des grands mouvements de population de la Méditerranée du 19e siècle qui sont dans le sens inverse de ceux du 20e. Au 19e siècle, c'est la rive nord qui envoie des migrants vers la rive sud et pas l'inverse. On parlait de tout à l'heure de Siciliens à Tunis, par exemple, ou de Maltais à Tunis au 19e siècle. Donc, voir arriver des gens d'Ukraine à Jaffa en 1880, c'était la même chose pour les gens que de voir arriver des Maltais à Alexandrie ou des Siciliens à Tunis. C'était ces mêmes mouvements de population. Et comme on était dans un monde dominé par l'Europe, il n'était pas question qu'on s'y oppose. La question du droit des indigènes n'était pas une question prise en compte à cette époque-là. Alors ensuite, on arrive en Palestine. Bon, la Palestine, à l'époque, qu'est-ce que c'est? Bon, ce mot Palestine est un mot qui est apparu dans l'Antiquité, comme vous le savez, c'est tout simplement les Philistins de la Bible. Les Philistins étant installés sur le littoral, quand les Grecs entrent en contact avec cette région du monde, les premiers peuples qu'ils voient, ce sont les Philistins. Donc ils appellent ça la terre des Philistins, la Palestine. C'est pour ça que le mot apparaît, par exemple, chez Hérodote, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est les Romains qui ensuite ont appelé toute la région Palestine, et à la fin de l'Empire romain, ils ont divisé la région en 3 Palestines, la première, la seconde et la troisième, à partir du littoral plus haut. La première était sur le littoral, la seconde était au centre, et puis la troisième était pratiquement sur la vallée du Jourdain. La Palestina prima, seconda et tertia. Ensuite, les Arabes sont arrivés, et à l'époque omeyyade, ils ont appelé ça le Djoun de Palestine. Et c'était donc la réserve militaire des armées omeyyades qui faisait la conquête du monde entre Poitiers et la frontière chinoise. C'était ce qu'on appelait un Djoun à l'époque omeyyade. Et puis ensuite, le mot Palestine a progressivement disparu de l'usage arabe, mais il n'a pas totalement disparu. Je veux dire, par là, on peut encore trouver, par-ci par-là, dans les textes arabes de l'époque de la fin du Moyen-Âge ou de l'époque ottomane, parfois on le trouve, mais il est devenu secondaire. Tout simplement parce que les Arabes, les musulmans, ils ont appelé ça tout de suite la Terre Sainte. Al-Muqaddas. Et donc, la Terre Sainte de Jérusalem, c'est devenu Al-Quds, la Terre Sacrée, la ville sacrée. Pourquoi? Parce que l'islam a réidentifié, a repris tout l'héritage chrétien et juif de la région. Alors, c'est une question extrêmement délicate dans l'analyse. Disons, c'est ce qu'on appelle en arabe les israéliyates, une masse de traditions, de récits, qui sont entrés dans la culture arabe et dans la culture islamique. Cette région, en 1880, est sous-peuplée. D'abord, des tas de raisons qui expliquent ce sous-peuplement, qui est valable d'ailleurs pour l'ensemble du Proche-Orient, mais aussi qui est lié à un phénomène que dont les historiens n'ont pris conscience que de façon extrêmement récente. Je suis peut-être pas le seul en France encore à en parler d'ailleurs, parce que les autres, ils n'arrivent toujours pas à comprendre ce que je leur dis. C'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire, c'est une période de refroidissement climatique qui commence à la fin du Moyen-Âge et qui, dans les régions méditerranéennes, commence aux alentours de 1550. Et qui se termine aux alentours de 1850. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le petit âge glaciaire? Ah bien, c'est que, d'abord, la température moyenne baisse, ça c'est connu, sinon on en appelle ça pas un petit âge glaciaire, et ensuite, il pleut de façon énorme des orages extrêmement destructeurs,
qui fait que très rapidement, les espaces de plaine, que ce soit les plaines littorales ou les vallées, les espaces de basse terre, sont inondés. Et donc, il devient très rapidement impossible aux gens de vivre dans les terres basses, et les gens remontent sur les collines, parce qu'ils ont compris quelque chose, que si vous êtes en haut d'une colline, vous ne risquez pas d'être inondé. C'est une chose qu'on a beaucoup oubliée aujourd'hui, en France en particulier, qu'il faut se mettre plutôt sur une hauteur que sur une plaine en Méditerranée. Alors ceci est valable ici en Tunisie, c'est valable en Andalousie, c'est valable dans le Languedoc, en Provence, c'est valable sur l'ensemble de la Méditerranée. Et ce qui se passe, c'est comme il y a de l'eau et qu'il n'y a pas d'habitants, les basses terres deviennent envahies par la malaria. Et donc, ça devient une région mortelle. Et donc, raison de plus pour ne pas vivre dans les régions basses. En revanche, dans les hauteurs, c'est ça. On n'est pas menacé par les ennemis, on peut cultiver, etc. Il y a tout un système agricole. Ceci, au passage, permet d'insister sur un fait secondaire. La Méditerranée est un paysage qui change constamment et n'est jamais un paysage fixe. Et les mutations climatiques de la Méditerranée sont extrêmement importantes à travers les âges. Et la colonisation européenne du XIXe siècle s'inscrit en Méditerranée sur la fin du petit âge glaciaire. Ce sont en particulier les Français en Algérie qui commencent à exploiter les terres au moment où le petit âge glaciaire se termine. Et donc, par exemple, ils mettent en valeur des régions comme la Métidja en Algérie, qui étaient des régions abandonnées parce qu'elles étaient dangereuses. Donc, ils mettent au point des techniques pour lutter contre la malaria, en utilisant par exemple des eucalyptus venus d'Australie pour drainer les terres. Et c'est la même chose en Palestine. On commence à partir des années 1860-1880 à réoccuper les territoires de basse terre. Et donc, quand arrivent les colons juifs, à partir de 1880, ils se heurtent à des Arabes qui descendent de leurs collines, qui vont aussi vers les basses terres. Vous avez deux mouvements de population, c'est aussi valable en Tunisie, en Algérie, au Maroc. C'est un phénomène qui est totalement méditerranéen, avec en particulier dans toutes ces régions le développement de la culture des agrumes, qui est un des moyens de reconquête des terres basses dans la seconde moitié du XIXe siècle. Alors là, ces gens vont d'abord facilement à peu près s'installer parce que beaucoup de terres sont disponibles en 1880-1900. En revanche, là où vous avez les réseaux des gros villages arabes, il n'y a pas de terre disponible. Si vous repreniez les cartes de la colonisation juive jusqu'en 1948, vous n'avez aucune colonie juive dans une immense Cisjordanie. Pas de place. Il n'y a pas un mètre carré libre. Là où les Juifs sont installés, c'est sur le littoral et dans les vallées de Galilée. Parce que ce sont les basses terres. Et c'est en ça, si vous voulez, que la colonisation juive ne fait que reproduire la carte agraire définie par le petit âge glaciaire. Et ça, c'est passionnant pour un historien de mettre en liaison un phénomène humain avec un phénomène naturel. Alors, dans ce point-là, c'est le moment aussi où les Européens reviennent en force en Terre Sainte, Palestine. Bonaparte a fait une tournée militaire jusqu'à Acre, et même est allé jusqu'à Tyr. Enfin, pas lui, mais ses soldats. Les soldats français sont allés en 1789 jusqu'à Tyr et sont allés jusqu'à la sortie du Golan, à peu près jusqu'au niveau de Konaïtra. Les troupes françaises en 1799, dans la fameuse expédition d'Égypte. À partir de ce moment-là, les Européens reviennent en Palestine, ils installent des consulats, et les Européens, ils n'avaient pas abandonné d'utiliser le mot Palestine
quand Voltaire fait des pamphlets contre les Juifs, il parle des Philistins au XVIIe siècle. Quand les Européens créent à partir de 1840 des consulats à Jérusalem, ce sont des consulats en Palestine. Du côté ottoman, on appelle ça le Saint-Jacques de Jérusalem. Et donc, ce Saint-Jacques de Jérusalem, qui est créé aux alentours de 1860, il gère tous les territoires de ce qui serait aujourd'hui le sud de la Palestine. Et de ce point de vue, les gens commencent à avoir l'habitude de venir travailler à Jérusalem pour régler les questions fiscales, pour régler les questions juridiques. Jérusalem s'installe comme capitale d'un territoire, au lieu que ce soit Damas ou Beyrouth, qui sont les grandes métropoles de la région. Alors, de ce point de vue, au moment où les colons juifs commencent à arriver, le mot Palestine commence à être repris en main par les habitants de la région. Les Arabes de la Palestine commencent à s'appeler Palestiniens aux alentours de 1900. Un exemple simple, au début du XXe siècle, il y a un journal qui publie à chaque fois qui s'appelle El Palestine. Et d'autre part, vous avez dans la correspondance administrative du gouverneur du Wali ottoman de Jérusalem, de plus en plus, il dit Palestine au lieu de dire le Saint-Jacques de Jérusalem parce que ça devient d'habitude. En même temps, à la même époque, le mot Syrie, qui avait connu la même histoire que Palestine, qui avait été oublié par les Arabes, revient à la mode aux alentours de 1860-1880, y compris chez les habitants de la Palestine, de la Syrie, mais qui en arabe on dit encore plus souvent Belad el-Sham, mais à l'extérieur ils disent Souria, parce que le mot est revenu par le biais des Européens. Alors, dans ce point de vue, nous avons la naissance d'une identité arabe palestinienne qui est déjà tout à fait caractéristique avant 1914. Et c'est là, évidemment, que commencent les premières heures, et avec les colons juifs, les premières heures commencent aux alentours de 1908. Et à partir de ce moment-là, vous aurez une lutte pour la Palestine. Titre d'un livre célèbre écrit par un historien américain dans les années 50 qui s'appelle Struggle for Palestine, et donc que j'ai déjà repris plusieurs fois. Et cette lutte pour la Palestine va consister pour les uns et pour les autres à trouver des alliés. Pour les Juifs, ils vont utiliser des ressorts bibliques. La mémoire biblique, c'est qui sera particulièrement influent chez les peuples protestants, pas chez les catholiques. Les catholiques, ils n'aiment pas beaucoup ce qu'on appelle en christianisme l'Ancien Testament. Ils préfèrent le Nouveau Testament. Tandis que les protestants, ils se prennent pour les Hébreux de la Bible. Et donc, ils sont baignés sur l'Ancien Testament plus que sur le Nouveau. C'est la différence entre protestantisme et catholicisme dans les religions, les grandes parties du christianisme. Alors, je passe sur les détails. C'est la Première Guerre mondiale, la fameuse déclaration de Balfour. Et la déclaration de Balfour de novembre 1917 pose que on a un foyer national juif en Palestine et qu'on respectera les droits civils, pas les droits politiques, les droits civils des communautés non juives, c'est-à-dire ils ne sont même pas nommés comme arabes, en Palestine. Et comme le diront les Palestiniens tout de suite, reconnaître les droits civils des gens, c'est reconnaître les droits des étrangers. Un étranger dans un autre pays, il a des droits civils, il n'a pas des droits politiques. Donc si vous ne reconnaissez que des droits civils, c'est que vous faites de nous des étrangers dans notre propre pays. Et c'est évidemment la critique la plus violente et la plus juste que l'on peut faire de la déclaration de Balfour.
Et alors, par séquence historique successive, le mouvement sioniste ne pourra exister que s'il dispose de soutien extérieur. Et pendant la période de l'entre-deux-guerres, ça a été le mandat britannique sur la Palestine, tel qu'il a été défini par la Société des Nations. Mais comme la Société des Nations a été définie par les Britanniques, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Vous le comprenez bien. Et le foyer national juif n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu le mandat britannique. D'abord parce qu'il donne une légitimité au foyer national juif, et ensuite parce qu'au moins pendant une période, il le protège quand il est encore trop faible. Mais de l'autre côté, les Arabes palestiniens vont chercher des alliés, donc ils vont se définir comme Arabes, parce qu'il y a des États arabes qui sont en train d'émerger dans l'entre-deux-guerres, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Transjordanie, l'Égypte, etc. Donc ils vont chercher des alliés arabes, donc veut dire qu'ils sont arabes. Ils vont se définir comme musulmans majoritairement, même s'il y a des chrétiens dans le mouvement national palestinien. Ils vont par exemple obtenir le soutien des musulmans indiens en 1930. Ce qui fait que le drame qui se construit aux alentours de 1930, c'est que ce dossier est en train de créer une opposition frontale entre monde juif et monde musulman. Or, cet affrontement entre monde juif et monde musulman, qui va conduire en quelques décennies à la disparition des juifs en terre d'islam, il se définit à la veille de l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne. Et c'est évidemment une dimension dramatique du point de vue historique. Alors pourquoi ça ne peut pas marcher, ce système? Pourquoi on ne peut pas éviter la crise, l'affrontement? On ne peut pas éviter l'affrontement parce que, d'abord, il y a deux terres en Palestine. Il y a une terre sainte et une terre concrète. Une terre sainte qui est une terre remplie de lieux saints, de référents religieux, qui sont les mêmes à peu près pour les juifs et les musulmans, mais pas pour les chrétiens. Pour les chrétiens, il n'y a pas de problème. La terre sainte, elle est définie par le trajet de Jésus, tel qu'il est décrit et tel qu'on a pu l'interpréter à partir du Nouveau Testament. Et c'est un trajet que finalement ne concerne même pas les juifs et les musulmans. Par exemple, à Jérusalem, c'est la Via Dolorosa, le lieu de la passion du Christ. Bon, voilà. C'est le Saint-Sépulcre, c'est Bethléem, c'est Nazareth. Mais en revanche, je vous ai dit, la connaissance des lieux bibliques, elle est venue par l'islam, par le biais des Israélites. Donc, pratiquement tous les sanctuaires musulmans de Palestine sont des lieux saints pour les juifs. Et en particulier les deux plus importants. Ce qui est le mont du Temple pour les juifs, et l'esplanade des mosquées, le haram al-Sharif pour les musulmans. Et ce qu'on appelle à Hébron le tombeau des patriarches. Mais vous allez avoir 15, 50, 100 lieux saints qui sont à la fois lieux saints pour les juifs et les musulmans, mais pas pour les chrétiens. Donc les chrétiens, ils vont se retrouver un peu hors jeu dans cette affaire. Et puis vous avez une terre concrète. Une terre concrète, c'est des mètres carrés, des hectares, on dit des dunams, des dunams en Palestine. Le dunam étant une invention britannique fondée sur le système métrique, c'est quelque chose qui est absolument paradoxal. Parce que le dunam était une unité de mesure du Proche-Orient. Et les Anglais ont inventé en 1920 le dunam métrique, qui est le 10e d'un hectare. Ce qui est quand même quelque chose d'absolument exceptionnel, que les Anglais utilisent un système métrique en 1920. Mais ça, c'est une autre affaire. Dunam après dunam, les uns achètent et les autres se défendent. Donc ça, c'est le problème de la colonisation de peuplement.
qui fait qu'à partir de 1930, on peut considérer que la Palestine est surpeuplée. Elle est surpeuplée parce qu'il y a des colons juifs qui arrivent de l'extérieur. Elle est surpeuplée parce que vous avez une croissance démographique arabe accélérée. Probablement au XXe siècle, la population du monde qui a la plus grande croissance démographique, c'est la population arabe palestinienne. Prenons un exemple simple. On calcule à peu près dans l'espace qui sera celui de la Palestine mandataire, qui devait avoir 350 000 habitants en 1860. Ces 350 000 habitants de 1860 ont à peu près 9 millions de descendants au début du XXIe siècle. Donc vous voyez, si la France avait connu ça, elle ferait 6 à 700 millions d'habitants. Elle serait au moins presque la taille de l'Inde. Donc vous voyez l'ampleur de ces transformations. Alors ça c'est la terre concrète. Vous ne pouvez pas transiger sur un lieu saint. Il suffit de voir comment les chrétiens se comportent en terre sainte, c'est-à-dire qu'ils se bagarrent constamment dans les lieux saints chrétiens entre les coptes, les catholiques, les orthodoxes, etc. Ils arrivent tout de suite au coup de poing parce que quelqu'un a déplacé un candélabre de 30 cm à gauche, ce qui change les rapports de droit. Donc vous voyez déjà, les chrétiens, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux pour la gestion des lieux saints chrétiens. Alors imaginez bien dans ce conflit entre juifs et musulmans, c'est encore pire. Vous ne pouvez pas faire un accord sur un lieu saint. C'est le plus fort qui impose sa volonté. Point. À la vie. Ensuite, la terre concrète. Ça fonctionne dans ce qu'on appelle dans la sociologie un jeu à somme nulle. Un jeu à somme nulle, c'est le fait que le progrès de l'un ne peut se faire qu'au détriment de l'autre. Si quelqu'un a 55, l'autre a 45. Celui qui a 55 passe à 56, implique que celui qui a 45 passe à 44. C'est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. Et finalement, ce qui se passe en Palestine, c'est ce qu'en histoire on appelle une colonisation de peuplement, voire une colonisation de refoulement. Je citais l'autre jour une petite anecdote, c'est en 1918, on fait venir à Paris le secrétaire général du protectorat marocain pour analyser la déclaration de Balfour. Et c'est un bon colonial français qui parle, il dit bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire des juifs en Palestine? C'est qu'une colonisation de refoulement, comme nous on essaye de le faire en Algérie. On n'a pas réussi en Algérie à refouler les indigènes, les juifs ils n'arriveront pas. Voilà ce que dit le secrétaire général du protectorat marocain à Paris en 1918. À cette époque, on disait les choses de façon franche, le sionisme est une colonisation de refoulement. Donc repousser des gens vers le désert. Problème, c'est que les autres, ils veulent refouler ceux qui arrivent vers la mer. Et donc la colonisation de refoulement, elle provoque de la violence par définition. La violence de celui qui a peur d'être rejeté dans la mer et la violence de celui qui a peur d'être rejeté dans le désert. C'est-à-dire que chacun voit dans l'autre sa propre destruction. Et donc c'est à peu près la pire situation qui puisse exister dans l'histoire, c'est colonisation de peuplement et de refoulement. Donc toute tentative, jusqu'à aujourd'hui, de solution politique se heurte au fait que ce soit un jeu à somme nulle. À chaque fois que quelqu'un a essayé de faire un règlement politique de la question de Palestine, il a essayé de dire que tout le monde sera gagnant. Et à chaque fois, ça n'a pas marché. Parce que les gens savent bien qu'ils ne peuvent pas être gagnants, qu'il y aura toujours un gagnant et un perdant. Et donc, de ce point de vue, le plan de M. Trump, qu'il est censé développer dans quelques mois, ce ne sera pas plus que tous les autres. Ce serait comme c'est un jeu à somme nulle, ça ne pourra pas marcher. On n'arrive pas à faire du gagnant-gagnant, en bon français, du win-win. Et donc, on est bien embêté. De surcroît,
On est dans un espace politique qui est un espace de confrontation internationale depuis la fin du XVIIIe siècle. On est dans une confrontation internationale de ce qu'on appelait jusqu'à 1914 la question d'Orient. Bon, brièvement, dans l'entre-deux-guerres, on a une période d'hégémonie britannique. Et puis, on revient à la question d'Orient sous une nouvelle forme après 1945, ce qu'on appelle la guerre froide. Mais c'est un jeu politique où vous avez ingérence et implication des différents acteurs dans toutes les affaires de la région. Si vous voulez avoir un petit exemple aujourd'hui, regardez la Syrie. Vous avez des Français, des Anglais, des Américains, des Iraniens, des Afghans, des Russes qui se battent dans le territoire syrien qui est tout à côté de la Palestine. Donc, tous les jeux des politiques internationales vont se reproduire dans l'espace de la Palestine. Les guerres froides et les conflits d'aujourd'hui se répercutent dans la Palestine et la Palestine se répercute dans le jeu des relations internationales. Ensuite, ce conflit porte le poids de l'histoire. Il porte le poids de l'histoire parce que vous l'avez bien compris, les Juifs ne peuvent déterminer leurs revendications sur ce territoire que par des droits historiques. Ils n'ont pas d'autres droits. Religieux. Mais religieux, historiques, renvoyant à l'histoire. Il y avait une blague qui est plus valable aujourd'hui, mais qui était valable au début de l'État d'Israël, qui disait les Israéliens ne croient pas en Dieu, mais croient que Dieu leur a promis la terre promise. Mais de ce point de vue, les uns vont dire ça nous appartient parce que ça appartenait la terre de la Bible. Alors les autres disent ah oui, mais nous on était avant vous. Alors on a eu des discours palestiniens en disant nos ancêtres les Cananéens étaient avant l'arrivée des Juifs en terre sainte. Bon, ils ont arrêté ça, mais ils l'ont dit à un moment, ils ont fini de le dire ça. Il y a tout simplement le problème de la prescription. Il y a droit historique, mais il y a prescription. Et s'il y a une prescription de 2000 ans, ou pas, ou plus exactement, et c'est plus dangereux, si vous dites, vous les Juifs, qu'au bout de 19 siècles, vous avez le droit de revenir, nous les Palestiniens, on peut attendre 19 siècles pour revenir. Puisque nous utilisons les mêmes raisonnements que vous, qui nous renvoient à l'histoire. Alors, la question est plus complexe, que ça renvoie aussi à des appréhensions des régimes de temporalité, mais je n'ai pas le temps de l'expliquer ici. Poids de l'histoire, parce que je vous l'ai dit, le dossier prend son importance au début des années 1930, au moment de l'avènement du nazisme, qui va engendrer la destruction des Juifs d'Europe. Et à partir de ce moment-là, vous aurez deux mouvements à la fois, la destruction des Juifs d'Europe dans une première phase et la disparition des Juifs d'Islam dans une seconde. Et de l'autre côté, vous allez évidemment interpréter à juste titre que la colonisation juive est l'État d'Israël et la poursuite des desseins de l'impérialisme et du colonialisme européen et occidental. En quelque sorte, l'État d'Israël est la seule tentative de colonisation qui a duré dans l'espace de l'islam. Les autres ont été finalement supprimés après 1945. Et donc, quelque part, pour les Arabes et les musulmans, l'État d'Israël est un anachronisme. Et donc, de ce point de vue, vous avez le fait que les Européens et les Occidentaux ne peuvent voir l'État d'Israël qu'à travers la lunette de la destruction des Juifs d'Europe, c'est-à-dire la Shoah, tandis que les Arabes, les musulmans et une partie du tiers-monde ne peuvent voir l'État d'Israël que dans la lunette du colonialisme et de l'impérialisme. Et puis vous avez des jeux pervers d'échange de vocabulaire.
Nasser disait Israël, c'est la base, la citadelle de l'impérialisme. Je crois qu'il dit à un moment Al-Qadra ou Al-Qaïda. Et les Israéliens disaient aux Américains nous sommes la défense avancée de l'Occident. C'est-à-dire que c'était le même mot qui était utilisé des deux côtés et pour justifier exactement l'opposition. Prenons un exemple très récent, on reviendra peut-être dans la discussion. Dans les années 90, on commençait à dire qu'il existait, la question est compliquée, une tradition judéo-chrétienne. Et du coup, l'État islamique, Al-Qaïda, disait nous luttons contre les juifs et les croisés. Mais lutter contre les juifs et les croisés, c'était la reprise de l'expression judéo-chrétienne inversée. Et donc, vous voyez ces jeux de vocabulaire entre les camps qui se faisaient. Alors, on a, au début des années 30, le grand leader sioniste, Ben Gurion, avait fait dans un discours au mouvement sioniste quelque chose qui était une idée, mais qui était malheureusement pour lui pas exacte, mais il ne pouvait pas le savoir. Il disait la grande victoire du sionisme, c'est d'avoir transformé la question juive en problème arabe. Parce qu'il pensait qu'il n'y aurait pas de problème juif à faire à mesure que la colonisation juive progressait. Il ne pouvait pas penser qu'on allait arriver peu de temps après vers la destruction des juifs d'Europe. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous allons revenir dans la discussion, on repasse du problème arabe à la question juive. Et il y a une inversion historique qui est en train de se produire au début du XXIe siècle. Il suffit de voir, ouvrez les journaux français, ouvrez les journaux américains, c'est pratiquement la moitié des titres de cette semaine en France ou aux États-Unis tournent autour de la question juive, de l'antisémitisme, de l'antisionisme, etc., etc. Alors pourquoi tout ça? Tout ça parce que le sionisme est un échec en tant que passage politique. Le projet sioniste était un projet d'auto-émancipation. Donc, ça impliquait de passer aux politiques pour normaliser le peuple juif. Mais le mouvement sioniste ne peut continuer à exister et de se défendre qu'en s'appuyant sur une exceptionnalité du peuple juif, et non pas sur une normalité. Et en ce sens, le sionisme est un échec. Prenez un exemple tout à fait simple. Vous allez dire, j'ai le droit de dire, il faut qu'on mette l'Iran sous boycott, sous embargo, je peux mettre Cuba sous embargo, personne ne dira, c'est du racisme anti-cubain, c'est du racisme anti-iranien. Mais si je dis, il faut faire un boycott de l'État d'Israël, on va me mettre en procès, même en France, en disant, c'est du racisme. Je ne dis pas que c'est à tort ou à raison. Je dis que tout ça suppose une exceptionnalité de l'État d'Israël par rapport aux autres États. Et donc, c'est en même temps, paradoxalement, l'échec du sionisme, parce que c'est l'échec de la normalité. Alors, d'autres phénomènes contemporains s'y ajoutent depuis les années 1980-1990. Vous avez la concurrence des victimes. Je n'ai pas le temps d'expliquer exactement de quoi il s'agit, mais c'est l'idée, si vous voulez, que dans la grande partie du XXe siècle, en Europe et en Occident et dans le monde, on a eu le culte du combattant, du héros, celui qui se prend les armes à la main dans les Premières et Secondes Guerres mondiales. Et que progressivement, le combattant a disparu de la scène pour laisser la place à la victime. Autant, par exemple, les Palestiniens et les Israéliens se définissaient comme combattants portant les armes à la main dans les années 50, 60 et 70, aujourd'hui, ils se définissent comme victimes, les uns comme les autres. On est dans un conflit victimaire entre juifs et palestiniens. Il suffit d'ouvrir les journaux, de voir la façon dont les uns et les autres se définissent.
mais c'est valable partout dans le monde. Les Arméniens vont dire oui, les Juifs sont victimes, mais nous aussi on est victimes. Les Noirs vont dire oui, l'esclavage des Noirs était un génocide, nous aussi nous sommes des victimes. C'est ce phénomène terrible qui commence dans le dernier quart du XXe siècle et que l'on appelle la concurrence des victimes. Et dans le dossier de Palestine, nous sommes centralement dans la concurrence des victimes, qui fait que même s'il y a des victimes ailleurs, elles sont moins importantes que celles qui sont à Palestine. Je veux dire, il peut y avoir 350 000 morts en Syrie, c'est pas la même chose que 10 morts à Gaza, ou de 2 Israéliens tués dans un attentat. Parce que la victime est plus importante du côté palestinien et israélien qu'elle peut l'être ailleurs. C'est la leçon de la concurrence. Vous avez aussi, phénomène récent, le basculement à droite du judaïsme. L'émancipation des Juifs d'Europe et d'Amérique, c'était fait pour des raisons évidentes contre les idéologies de droite qui définissaient les Juifs comme étrangers. Donc même si les Juifs du monde occidental avaient des positions matérielles relativement élevées de classe moyenne, néanmoins, massivement, le judaïsme était de gauche en Europe et aux États-Unis. Parce que tout simplement, la droite était généralement beaucoup plus antisémite que la gauche. Le phénomène des 20 dernières années est le basculement progressif des populations juives de la diaspora et d'Israël vers la droite. Avec un exemple caractéristique, c'est que M. Soros, qui est juif, qui est un homme de gauche, est devenu le symbole du complot juif libéral destructeur, aussi bien pour M. Netanyahou que pour M. Orban ou pour M. Trump. Parce qu'il est la trace d'un judaïsme de gauche que l'on combat, alors que M. Netanyahou peut être l'ami d'un antisémite notoire comme M. Orban en Hongrie. Ceci est possible à cause du basculement à droite du judaïsme. D'où le fait que les Juifs, à cause de ce basculement à droite, vont trouver de plus en plus que la gauche est antisémite. C'est tous les discours, toutes les discussions d'aujourd'hui. Alors, situation d'aujourd'hui qui, vous avez compris, n'est pas du tout bonne. Elle est vraiment dans une situation de dégradation. Cette dégradation est d'abord liée à l'échec du processus de paix des années 1990. J'ai écrit des centaines de pages à expliquer pourquoi ce processus de paix avait échoué. Mais là, on retiendra la conséquence essentielle, c'est qu'on a perdu confiance. Les Palestiniens ont perdu confiance dans les possibilités d'avoir une solution politique avec les Israéliens. Les Israéliens ont perdu confiance dans la possibilité. Alors chacun dira on veut des États, mais comme ils n'ont pas confiance, ça ne marche pas. Vous avez la division palestinienne, on pourra en revenir éventuellement dans la discussion entre la Hamas et le Fatah. Vous avez la poursuite du refoulement, c'est-à-dire de la colonisation, mais avec la conséquence pour les Israéliens inattendue du refoulement. Plus vous poussez loin les Palestiniens, plus vous les retrouvez loin. Exemple, aux dernières élections américaines, une Palestinienne a été élue au Congrès des États-Unis. Et elle milite activement au Congrès des États-Unis contre l'État d'Israël. Vous pouvez les chasser à des milliers de kilomètres, ils sont toujours là. C'est le retour des refoulés. Et donc, le refoulement n'est pas une solution parce qu'il continue d'engendrer le combat sous des formes diverses. Alors, pour caractériser la situation d'aujourd'hui, je dirais que les uns ont la force, ce sont les Israéliens, mais ils n'arrivent pas à transformer la force en droit. Les autres ont le droit, ce sont les Palestiniens, mais ils n'arrivent pas à transformer le droit en force. Et en même temps, les deux acteurs sont toujours là.
Le rêve des Palestiniens, c'est qu'il n'y ait pas un seul Israélien sur terre. Le rêve des Israéliens, c'est pas qu'il n'y a pas un seul Palestinien sur terre. Le problème, c'est qu'ils sont là. Toujours. Même si on se ferme les yeux, ils sont là. Donc, on est dans une situation où vous ne pouvez pas concrètement penser que l'autre va disparaître. Mais vous n'arrivez pas à sortir de l'enchaînement de violences, de drames, de souffrances que ce conflit engendre. Alors, vous avez des tentatives intéressantes. Moi, personnellement, si on m'interroge sur BDS, c'est-à-dire le mouvement de boycott de l'État d'Israël, je dis que c'est probablement la meilleure arme possible pour modifier les rapports de force à l'heure actuelle. Je ne vais pas dire que je vais signer BDS, parce que, attention, je risque de me faire un procès. Je dis que si vous allez avoir mon opinion, c'est probablement la meilleure chose à faire. Alors, on est, si vous voulez, du point de vue de la solution, sur le fait qu'il existe une solution politique, elle a été définie à la fin des années 90, c'est ce qu'on appelle les paramètres de Clinton, qui ensuite ont été analysés dans ce qu'on appelle le protocole de Genève de 2003. Bon, c'est ce qu'on appelle les deux États. Alors, de quoi il s'agit? Je vous ai dit, ce territoire, c'est pas plus grand qu'un gros département français. Alors, ça veut dire de façon plus concrète que vous ne pouvez pas le couper. Les réseaux téléphoniques, les réseaux de radio portable, les réseaux Internet, les réseaux électriques, les réseaux d'alimentation en eau, ils ne peuvent que couvrir l'ensemble de la région. On ne peut pas les séparer. Ça, c'est une chose fondamentale. Mais d'autre part, les deux acteurs, ils ont besoin d'une satisfaction symbolique qui est d'être des nationalismes. Et donc, cela veut dire qu'ils ont besoin d'un hymne national, d'un drapeau, d'une armée nationale, enfin de ce qui est national. Donc, ce qu'on appelle les deux États, c'est une fiction juridique permettant à chacun d'avoir l'expression de ses symboles nationaux, parce qu'on ne peut pas faire un État binational dans les conditions d'opposition. Mais une fois que l'on a défini les symboles nationaux, il faut une gestion à deux de l'espace. Et pas un rapport de domination comme aujourd'hui, un rapport de partenariat. Mais malheureusement, on s'en éloigne extrêmement loin. Car l'idée d'aujourd'hui, c'est que les uns et les autres sont prisonniers du conflit. Les Juifs sont prisonniers des Palestiniens, les Palestiniens sont prisonniers des Juifs, et ils n'arrivent pas à se sortir l'un l'autre de leur prison. Et la solution politique, elle ne peut pas se faire sur un rapport de domination. Pour une raison simple, qui est bien connue en histoire coloniale, c'est que quand la puissance dominante négocie avec la puissance dominée, avec le groupe dominé, il faut que le groupe dominé soit suffisamment faible pour accepter les conditions du dominant, mais suffisamment fort pour l'imposer au sien. Ce que, par exemple, faisait de façon très bien Bourguiba dans les dernières phases du protectorat français en Tunisie. Mais là, en Palestine, si le dominant impose ses conditions, ce qu'il voudrait faire, il ne trouvera pas une force palestinienne suffisamment forte pour pouvoir l'appliquer. Donc, pour qu'il puisse avoir une solution politique, il faut que le dominé ait une certaine force.
Mais dans ce cas-là, il ne peut pas accepter les conditions du dominant. Vous comprenez la nature du problème. C'est bien pour ça que la solution politique doit passer sur un partenariat beaucoup plus égal que le rapport théorique des forces. Donc, sur l'avenir de la Palestine, pour conclure, bon, évidemment, la situation d'aujourd'hui, elle est tragique, elle est sombre, tout laisse craindre une prochaine explosion de violence en Cisjordanie à partir de Jérusalem et de l'Aqsa ces jours-ci. C'est vraiment très inquiétant. Mais en même temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le conflit durera autant qu'il y aura un rapport de force tel qu'il est aujourd'hui, parce que l'un ne peut pas éliminer l'autre. Et donc, par conséquent, ce qu'il faut espérer, c'est trouver une solution politique introduisant un partenariat sur une certaine base d'égalité. Tant qu'on n'aura pas ça, ni l'un ni les autres n'auront d'avenir. Voilà, en quelque sorte, l'avenir de la Palestine, c'est d'essayer d'arriver à établir ce partenariat. Mais honnêtement, je dirais que si j'avais posé la même question il y a 20 ans, j'aurais dit c'est faisable. Aujourd'hui, j'ai bien peur qu'on s'en éloigne de plus en plus. Madame.